C'est vrai qu'il y a énormément de jobs en Allemagne, mais c'est pas toujours évident d'obtenir le job qu'on veut à tout prix, le job de ses rêves. Tu prends ton temps pour écrire une candidature et à la fin, tu obtiens un refus. Eh bien, à la fin de cette vidéo, ce problème sera résolu, je vous assure. Vous me confirmerez à la fin de cette vidéo. Vous vous demandez sûrement de quoi parle-t-elle. En fait, j'ai l'habitude de participer à de nombreuses conférences, des workshops et aussi des coachings, et surtout sur la recherche de l'emploi en allemand, sur la recherche des jobs étudiants, des Werkstudenten. Et ce jeudi, j'aurai un coaching sur la recherche d'un practicum ou d'un job étudiant en Allemagne. Pour les étrangers, je dois préciser, dans les étudiants internationaux. J'ai décidé de bien prendre les notes ce jeudi pour venir aussi vous transmettre les informations pour qu'elles puissent aussi vous aider. Je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps de participer aux conférences. Parfois, elles sont payantes et surtout, ça prend énormément de temps. Donc, je m'en charge, ne vous inquiétez pas. J'aurais aussi aimé que quelqu'un puisse participer à des événements et venir aussi partager les informations avec nous. Coucou les amis, moi c'est Elvira et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, on parle de tout ce qui peut vous aider dans votre aventure en Allemagne. Bon, pourquoi l'aventure? Quand on est étudiant à l'étranger, nous sommes en aventure, nous sommes au fond. Bon, dans cette vidéo, je vais vous donner 12 erreurs à éviter quand vous postulez pour un job en Allemagne. Première erreur. La première erreur est de s'auto-exclure en ne postulant pas. En fait, il s'agit de décider délibérément de ne pas postuler. Et c'est une grosse erreur. Et je connais plusieurs étudiants qui sont déjà jusqu'au 4e semestre et qui décident toujours de ne pas postuler pour un job étudiant parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les capacités. Ils ne veulent pas, ils sont déjà exclus eux-mêmes en fait. Ils sont déjà mis de côté, que non, ils ne peuvent pas. Vous n'avez pas besoin de remplir tous les critères en ligne. Donc, il faut déjà essayer de postuler. Il y a la place pour tout le monde. Parce que vous êtes étudiant et vous devez aller apprendre en entreprise. On n'attend pas de vous, étudiants, que vous maîtrisez tout. Non, que vous venez impressionner les travailleurs là-bas, vous venez impressionner les autres en entreprise. Non, vous venez apprendre parce que vous êtes étudiant. Donc, n'ayez pas peur de postuler. La deuxième erreur est de ne pas utiliser les intelligences artificielles pour corriger sa candidature. En fait, de nombreuses entreprises utilisent les intelligences artificielles pour trier et analyser les candidatures. Donc, ce serait très avantageux pour vous d'utiliser ces intelligences artificielles pour corriger vos erreurs de grammaire ou de syntaxe. Ça va vous permettre d'être sélectionné pour la suite du processus. Enfin, vous serez parmi les dossiers qu'on a retenus pour maintenant lire avec les yeux. Ces intelligences artificielles vont bien corriger votre candidature, ce qui va renforcer votre crédibilité auprès des employeurs. La troisième erreur, écrire des fausses informations ou bien parler mal de soi-même. C'est pas bon. Ça diminue énormément vos chances. C'est même bizarre en fait que quelqu'un postule pour un job, mais il s'est mal raconté. Ah, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Mais vous ne dites rien. Tout le monde a des faiblesses, mais vous n'êtes pas obligé de les rencontrer. Vous ne devez même pas, vous n'avez même pas le droit de raconter ça dans votre lettre de motivation. Parlez de ce qui est bien de vous. Et aussi, ne mettez pas les fausses informations. Parce qu'à l'entretien, on peut prendre une information de votre CV et on vous dit, OK, en telle année, vous avez travaillé à tel endroit comme ça, vous avez perdu, vous dites qui. Donc, il faut bien maîtriser les informations qui sont dans votre CV, par exemple. Erreur numéro 4. Ne pas utiliser les mots-clés utilisés dans l'annonce de l'offre d'emploi. Il faut toujours utiliser les mots-clés utilisés dans la description de l'offre d'emploi. Dans cette annonce-là, on dit toujours, on recherche quelqu'un qui parle, qui sait faire ci, qui sait faire ça. Il faut remplir déjà la plupart des conditions là, ou bien déjà on voit un peu un rapport avec votre dossier. Parce que quand les intelligences artificielles parcourent vos dossiers, ce sont ces mots-là qu'elles recherchent. Peut-être on recherche quelqu'un qui a une qualification dans la restauration. C'est ça, on veut d'abord voir. Si on voit déjà ça, vous déjà pris. Si on recherche quelqu'un qui sait programmer en Python, on voit déjà ça dans votre dossier là, vous êtes déjà pris. Les mots-clés là, ça pèse beaucoup et le reste vient après. Tout ce que vous devez raconter, oui, je parle 6 langues. Oui, c'est un très grand avantage. Il faut toujours examiner à la fin s'il y a des mots-clés de la description de l'offre d'emploi. S'il n'y a pas, il faut vraiment vous poser des questions ou vous cherchez à insérer à tout prix. Vous cherchez à relier avec votre expérience, votre parcours, votre qualification. La cinquième erreur. Utilisez les différents designs pour votre CV et pour votre lettre de motivation. C'est aussi une professionnelle qui m'a dit cela. Ça ne vous permet pas de vous démarquer.
Pas du tout. Si vous avez utilisé un modèle Canva, le CV, et puis on voit bien le bleu à l'intérieur, après vous allez faire une lettre de motivation sur Word, on voit une différence en fait. Ou bien vous utilisez une autre couleur. En fait, c'est pas la même chose. Ou bien vous utilisez la police Time New Roman pour votre CV et après vous allez utiliser Colibri Corbeau pour votre lettre de motivation. Vraiment, ça ne vaut pas la peine et vous utilisez parfois même des tailles différentes. Quand vous postulez pour un job, vous vous vendez un peu en quelque sorte parce que c'est pour travailler et puis recevoir de l'argent. Et du coup, la première image que vous allez montrer là, il faut que ce soit vraiment cohérent et la meilleure. Et la sixième erreur est de faire des candidatures générales. Standard pour tous ces jobs, le même CV, la même lettre de motivation pour des jobs différents. C'est impossible. C'est que vous n'avez pas facilement obtenu le job que vous voulez. C'est que au fond, vous ne voulez même pas. Il faut toujours, comme on dit souvent, il faut toujours personnaliser votre candidature. On va reconnaître le lien entre vos dossiers et le poste en question. Et pour cela, il faut répondre à la plupart des critères de l'annonce. Par exemple, si vous voulez postuler pour un job où vous allez juste travailler avec les API, ça ne sert à rien de raconter tout ce que vous avez programmé dans C, dans Java. Il faut plus raconter vos expériences à l'école, vos projets que vous avez fait en lien avec les API. Et ne pas trop s'attarder sur les autres. Vous pouvez un peu mentionner, mais pas trop bavarder dessus. Ce qui nous amène au septième point, être précis. En fait, les recruteurs passent très peu de temps à lire les candidatures. Du coup, quand tu dis que tu as telle compétence, tu vas montrer ce que tu as déjà fait comme projet. Tout doit être concret. Quand tu dis que tu connais tel langage de programmation, tu vas montrer ce que tu as déjà fait comme projet. Ça peut être un projet personnel ou un projet fait à l'école. Tout doit être concret. Et si tu es Team Feish, comment? Tu as déjà fait quoi? Même si c'est un simple exemple, même si tu as joué au foot, même si tu fais partie de telle équipe, telle association, il faut montrer. On veut des exemples concrets en fait. Pas long, mais juste concret. Et la huitième erreur est de ne pas bien se préparer pour son entretien d'embauche. Il faut très bien se préparer pour son entretien d'embauche. Il faut bien se connaître son entreprise, aussi bien préparer le matériel, bien se préparer physiquement également. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, une étudiante, bon, c'était à l'école, elle était là dans une salle calme là, elle faisait son entretien d'embauche et puis sa caméra ne passait pas. Oh mon Dieu! Ils ont dit, c'est pas grave, mais c'était grave. Bon, c'est ce qu'ils vont te dire, en fait, ils ne peuvent pas te frustrer. Disons même que le matériel vient après. Et lors d'un entretien d'embauche, les questions tournent plus autour de vous ou autour de l'entreprise. Donc, ce serait mieux de bien vous préparer, de bien vous maîtriser. Et d'ailleurs, j'ai des documents qui peuvent vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous préparer pour un entretien d'embauche. Et aussi, quelles sont les informations importantes à savoir sur l'entreprise avant d'aller se présenter à l'entretien d'embauche. Par exemple, les branches, les produits qu'ils font. Et dans la période où vous faites l'entretien, qu'est-ce qui est d'actualité dans cette entreprise en ce moment? Ça peut aussi vous aider. Et il y en a tellement d'autres informations. Si vous voulez, vous me dites, je peux faire une vidéo spécialement pour cela. Et la neuvième erreur est de ne pas chercher son correspondant en entreprise lorsque vous postulez. Même avant de postuler, vous pouvez déjà appeler et vous demander qui est responsable de tel département. Et puis vous posez la question. Vous allez dans la page de l'entreprise. Vous regardez le département qui vous correspond et puis vous commencez à chercher des informations. Vous regardez votre Ansprech Partner et vous commencez à l'appeler, vous demandez de mieux vous expliquer. Déjà, vous avez un premier contact même. Et quand vous postulez, on sait déjà, on attend telle personne. Et aussi, quand vous écrivez votre lettre de motivation, il faut toujours mettre Herr, tel ou Frau, tel. Mettre le nom devant. Si vous ne connaissez pas, appelez-vous, demandez, je veux postuler pour tel poste, quel est le responsable dans tel département pour les étudiants. Vous appelez, on va vous donner le nom et puis vous avez rempli là. Mais avant cela, il faut rechercher sur la page parce que souvent, quand on écrit l'annonce, il y a le contact du correspondant en bas et son nom. Mais s'il y a juste le contact, il n'y a pas le nom, là, vous pouvez écrire et puis vous demander. Ça se démarque énormément des candidatures. On voit Zeg et Damen ou Eren, la chanson. Et la dixième erreur est d'utiliser des mauvaises photos pour sa candidature. Les photos ne sont pas obligatoires, mais si vous en utilisez et que ce sont des photos où vous êtes sympathique et des photos professionnelles, vous devez gagner en points. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser les photos où vous souriez un peu légèrement là, ou bien des photos professionnelles. Si ce n'est pas une photo positive, ou bien professionnelle, ou bien les deux, ne mettez même pas sur votre CV, ça ne vaut pas la peine. Ou peut-être une photo vraiment bizarre, je ne sais pas, ça ne vaut pas la peine, ça va souvent tout gâter. La 11e erreur est de ne pas justifier votre job ou vos compétences. Par exemple, vous avez un checklist
de votre practicum ou d'un student. Tout ça, quand vous postulez au prochain job là, il faut les utiliser. Ça va vous augmenter les points. C'est pas obligé, mais les ajouter dans votre candidature va énormément vous augmenter de points et aussi votre crédibilité. Ici en Allemagne, on obtient toujours des attestations, des Zeugnis pour les stages, pour les jobs étudiants. Et quand vous les avez, c'est logique que vous utilisez pour postuler au prochain job. Et si vous n'en avez pas, appelez où vous avez travaillé. Même si c'était un job dans la production, appelez, vous demandez un Zeugnis, on va vous le donner. Ça va vous aider. Et surtout, si vous voulez faire votre stage à l'étranger, beaucoup le font. En tant qu'étudiant en Allemagne, vous pouvez faire votre stage à l'étranger dans notre pays de l'Union européenne ou ailleurs. Ça vous augmente énormément de points. Ça augmente votre crédibilité, en fait. Et la deuxième erreur est de ne pas écrire de mail de remerciement. Comme les Anglais l'appellent le thank you note. Après votre entretien, c'est bien de garder le contact avec l'employeur. Déjà, vous donner une bonne image. Vous demandez à ChatGPT de vous aider à écrire un mail de remerciement là, mais aussi avec vos pensées, bien sûr. Et ça vous fait énormément gagner quand vous écrivez ce thank you note. Essayez et vous allez me dire. Et aussi, après 2 semaines, il faut appeler ou écrire si vous n'avez pas de réponse. Sinon pas encore réagi. Eh bien, je vous ai réservé un cadeau pour la fin. C'est pas forcément au premier entretien qu'on obtient le job. Et si vous avez un refus, demandez pourquoi. Et pour cela, vous pouvez écrire quand vous avez un refus pour demander pourquoi vous n'avez pas obtenu le job. Moi, par exemple, un job que je n'avais pas obtenu et j'ai demandé, on m'a dit c'est parce que je n'avais pas encore d'expérience. Quand vous demandez à chaque fois, ça vous permet de vous améliorer dans vos prochaines candidatures. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous les mettrez en pratique dans vos prochaines recherches de l'emploi. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne rien manquer des prochaines informations parce que ce qui arrive là, il faut rester pour ne rien manquer. À la prochaine!